dimanche 23, à 4 heures du matin, nous vîmes au sang que nous avions de passer dans la nuit depuis que nous approchions de la Manche. Nous apercevions à chaque instant des vaisseaux anglais ou des frégates allant ou venant dans toutes les directions. À la nuit, nous étions en vue des côtes d'Angleterre. Lundi 24, vers les 8 heures du matin, nous jetâmes l'ancre dans la rade de Torbay. L'empereur s'était levé dès 6 heures du matin et monté sur la dunette. Il observait les côtes et le mouillage du oiseau. Je ne le quittais pas pour lui fournir toutes les explications relatives. Le capitaine Maitland expédia aussitôt un courrier à Lord Keith, son admiral général qui était à Plymouth, le général Gorgo, qui était parti sur le Slaney, vint tout nous rejoindre. Il avait dû se saisir de la lettre au prince régent. On ne lui avait pas permis le débarquement. On lui avait même interdit toute communication quelconque. Ce nous fut un mauvais augure. Et le premier indice des nombreuses tribulations qui vont suivre, de qui transpira que l'empereur était à bord du Bellerophon. La rade fut couverte d'embarcations et de curieux. Le propriétaire d'une belle maison de campagne, qui est toi en vue, lui envoya un présent de fruits. Mardi 25. Même concours de bateaux, même affluence de spectateurs, l'empereur le considérait de sa chambre et se laissait voir. Parfois, sur le pont, le capitaine Maitland, revenant de terre, me remit une lettre de Lady C, qui en contenait une de ma femme. Ma surprise fut grande d'abord, est égale à ma satisfaction. Mais cette surprise cessa quand j'ai considéré que la longueur de la traversée avait permis aux journaux de France de publier et de transmettre au loin notre destinée. Ainsi, tout ce qui était relatif à l'empereur et à sa suite était déjà connu en Angleterre, et nous y étions attendus 5 ou 6 jours avant d'y arriver. Ma femme s'était empressée d'écrire à ce sujet à Lady C. À celle-ci avait eu adresse d'écrire au capitaine Maitland sans le connaître et de lui envoyer mes 2 lettres. La lettre de ma femme était d'une douce affliction, mais celle de Lady C, laquelle savait déjà à Londres notre destinée future, était pleine des plus vifs reproches. Il ne m'appartenait pas pour disposer ainsi de moi. C'était un crime d'abandonner ma femme et mes enfants. Triste résultat de nos éducations modernes qui relèvent nos âmes et c'est peu qu'on ne conçoive ni le mérite ni le charme des grandes résolutions et des grands sacrifices. On croit avoir tout dit, on a tout commenté, a tout justifié, sitôt qu'on a mis en avant le danger des intérêts privés et des jouissances domestiques. On ne soupçonne pas que le premier devoir envers la femme est de lui ménager une situation honorée et que le plus riche héritage laissé à ses enfants est l'exemple de quelques vertus est un homme qui se rattache à un peu de gloire. Mercredi 26, des autres étions venus dans la nuit de nous rendre immédiatement à Plymouth. Nous avons appareillé de bon matin. Nous sommes arrivés à notre nouvelle destination vers 4 heures d'après-midi. 40 jours après notre appareillage à Rochefort,
27 après notre départ de Paris et 35 après l'abdication de l'empereur, notre horizon s'est rembruni dès lors singulièrement. Des canons armés ont tiré l'évasion. Ils remenant au loin, éloignant les curieux, même à coups de fusil. L'admiral Keith, qui était en rade de 20 points à notre bord, deux frégates firent le signal d'un départ immédiat. On nous dit qu'un courrier extraordinaire leur avait apporté le matin aux missions lointaines. On distribua quelques-uns de nous sur d'autres bâtiments. Tous les figures semblent nous considérons sinistres avions gagné le vaisseau. Il circulait pour nous plusieurs destinations, toutes plus affreuses que l'une que les autres. L'emprisonnement à la tour était la plus douce et quelques-uns parlions de Sainte-Hélène. Sur ces entrefaites, les deux frégates sur lesquelles on m'avait fort éveillé apparurent, bien que le vent leur fut contraire pour sortir et arriver par notre traverse. Et laisseront retomber l'ancre à droite et à gauche de nous, presque à nous toucher. Alors quelqu'un me dit l'oreille qu'elle devions nous enlever à la nuit le fer voile pour Sainte-Hélène. Non, jamais je ne rendrai l'effet de ces terribles paroles. Une sueur froide parcourut tout mon cœur. C'était une arête de mort attendant. Des bourreaux impitoyables, mes saisons pour le supplice ont m'arraché violent à tout ce qui m'attachait à la vie. Je tendais douloureusement les bras vers ce qui m'était cher. C'était en vain. Il fallait périr. Cette pensée, une fois d'autres, en désordre, exciteront en moi une véritable tempête. C'était le déchirement d'une âme qui cherche à se dégager de ces amalgames terrestres. Mes cheveux ont blanchi. Heureusement, la crise fut courte et mon moral en sortit vainqueur, si pleinement vainqueur, car compté à cet instant, je me trouvais au-dessus de toutes les atteintes des hommes. Je sentis que je pouvais désormais défier l'injustice, les mauvais traitements, les supplices. Je jurais surtout dès lors qu'on attendrait jamais de moi ni plainte ni demande, mais que ceux d'entre nous auxquels j'ai dû paraître si tranquille dans ces fatales circonstances, ne m'accusant point de ne pas sentir. Ils ont prolongé leur agonie en détail. La mienne s'était opérée en masse. Un des rapprochements qui ne sera plus le moins bizarre de ma vie revint peu après à mon souvenir. 20 ans auparavant, durant mon émigration en Angleterre, ne possédant rien au monde, je vais refuser d'aller chercher une fortune assurée dans l'Inde parce que c'était trop loin. Mais, disais-je, et que je me trouvais trop âgé aujourd'hui, avec 20 ans plus tard. Je l'ai quitté ma famille, mes amis, ma fortune, mes plus douces jouissances pour aller à 2000 lieues, mais régner volontairement sur un rocher au milieu de l'océan, pour rien. Mais non, je me trompe. Le sentiment qui m'y conduisait à des biens supérieurs aux richesses que je daignais d'aller chercher alors. Je suivais, je accompagnais celui qui gouverne le monde et remplira la postérité. L'empereur parut sur le pont
à son ordinaire. Je l'ai vu quelque temps dans sa chambre, sans lui communiquer de ce que j'avais appris. Je voulais être son consolateur et non contribuer à le tourmenter. Cependant, tous ces bruits étaient arrivés jusqu'à lui, mais il était venu si librement et de si bonne foi à bord du Bellerophon, et s'y était trouvé si fort attiré par les Anglais eux-mêmes. Il regardait tellement sa lettre au prince régent communiquer l'avance au capitaine Maitland comme des conditions tacites. Enfin, il avait mis tant de magnanimité dans sa démarche qu'il refusait avec indignation toutes les craintes qu'on voulait lui donner et ne permettait pas que nous puissions avoir des doutes.